Ce matin d'été, des touristes venus de la France entière se sont tous donné rendez-vous près du petit village de Trény, dans l'Yonne. Ils viennent voir le château de Guédelon. Un chantier colossal né d'un défi un peu fou. Construire un authentique château fort en utilisant les techniques du XIIIe siècle. Ici, 350 000 visiteurs se pressent chaque année pour découvrir cette expérience unique au monde. En quelques années, le château fort de Guédelon s'est hissé au rang des sites patrimoniaux français les plus rentables. Donc, 3 adultes, 42 € s'il vous plaît. Et voici pour vous votre visite à vous. Il faut dire qu'en évoquant l'univers des légendes et des contes de fées, les châteaux forts passionnent petits et grands. Bien au-delà d'une mode, l'engouement pour le Moyen-Âge est un véritable phénomène. Avec plus de 13 000 forteresses, la France est la championne d'Europe des châteaux forts, juste derrière l'Espagne. Aujourd'hui, ces chefs-d'œuvre de l'architecture médiévale accueillent un public chaque année plus important. Spectacles, restaurations et animations en tout genre, nombreux sont les projets qui fleurissent pour valoriser ces édifices. À leur tête, des propriétaires qui sont devenus de véritables chefs d'entreprise. Je passe 80% de mon temps en bénévolat et 20% au travail. Donc il va falloir que je trouve vite un modèle parce que sinon je vais bientôt crever de faim. Des édifices splendides qui ont traversé les siècles, mais qui aujourd'hui portent les marques du temps et menacent même de s'écrouler. Tout est angoissant ici, donc on fait ce qu'on peut et de toute façon, ce sera mieux que rien. Pour sauver les forteresses de France, une seule solution. Trouver sans cesse des idées innovantes pour renflouer les caisses. Cette course effrénée à la rentabilité ne risque-t-elle pas de léser le spectateur ? Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. C'est uniquement sur carton d'invitation cet après-midi. De l'Alsace à la Bourgogne, en passant par l'Auvergne, traversons ces murailles millénaires pour découvrir comment certains transforment les pierres en or en profitant du créneau des châteaux forts. Notre voyage commence au cœur de la Brenne, dans le département de l'Indre près de Châteauroux, où se niche le château du Boucher. La famille Durand vient d'acheter ce château bâti autour d'un donjon du XIIe siècle. Des châtelains modernes, sans titre de noblesse ou nom à particules. Sauf que, quand on s'appelle Bérénice, Lancelot et Sixte, on est forcément destiné à reprendre un château fort. Jean-Louis le papa est chirurgien esthétique au Mans. Il reçoit aujourd'hui Patrice Besse, l'agent immobilier qui a conclu la vente, pour faire avec lui un point sur cette acquisition qu'il compte bien préserver. Ah voilà, paf, ça c'est... Là on est sur la terrasse construite par le comte de Maure au XVIIe siècle, et la terrasse était construite sur les murailles du XVe siècle, ce qui fait que c'est un château qui a une particularité d'avoir une immense terrasse plein sud, et on a cette vue absolument prodigieuse. Et là, je dois reconnaître que quand M. Besse m'a montré cette terrasse construite sur les murailles du XIVe siècle, avec cette vue, là, c'était le coup de foudre. Et on s'est dit, ouais, là, je crois que le... Pour un peu, je vous le rachèterai. Chiche. Les Durand se sont offerts ce château pour 800 000 €. Autrement dit, une bouchée de pain, compte tenu des 2000 mètres carrés qui le composent. Là, on arrive dans la tour d'escalier. Faites gaffe, la porte est vraiment basse. Dans un escalier à vis du XVe siècle, avec un noyau central et des marches qui n'ont pratiquement pas bougé, vaguement restaurées depuis le XVe siècle. En fait. Pourtant, ce n'est pas pour l'habiter que Jean-Louis a acheté cette bâtisse, mais bien pour la transformer en entreprise familiale. Le projet ? Réhabiliter les pièces du château en musée, en chambre d'hôte ou bien en salle de réception pour des mariages. On a le sol, c'est vrai, resté intact. Le plafond est incroyablement bien conservé. Malgré les nombreux travaux qu'il reste à faire, Jean-Louis imagine déjà tout le potentiel de ce bien. Là, on arrive dans la pièce dans laquelle vivait le seigneur. C'est la partie la plus haute. Elle est presque intacte. Le sol a malheureusement été totalement transformé, vraisemblablement à la suite d'un effondrement. C'est des grosses planches de bois sur un IPN. Les carrelages d'époque émaillés sont très rares. Mais on va refaire un carrelage comme ça. Une voûte lambrissée, peut-être vaguement peinte, avec quelques motifs de fleurs. J'ai déjà vu ça. On va faire une salle absolument incroyable. C'est sûr que le lieu s'y prête, là. Ah ouais.
S'offrir un lieu de rêve tout en investissant dans une affaire familiale, l'idée semble séduisante. Mais l'agent immobilier préfère toutefois les mettre en garde. Si tous les projets sont menés à terme, c'est-à-dire des centaines de millions d'euros d'investis, et si après cette restauration, il veut vendre son château et qu'il s'adresse à moi, il n'aura pas le choix de toute façon, et bien forcément, il perdra de l'argent. Voilà. En aucune manière, c'est un projet, on va dire, financier, c'est-à-dire d'enrichissement financier personnel. C'est un projet économique, c'est un projet enthousiasmant, c'est un projet fédérateur, puisqu'on crée une dynamique familiale, et ça, c'est la chose la plus extraordinaire, parce qu'on partage des passions avec ses enfants, et ça, c'est génial. Mais alors après, gagner de l'argent dessus, non. N'importe quoi. Du côté de la jeune génération, on n'hésite pas en revanche à afficher ses ambitions. Chacun des 4 enfants s'est d'ailleurs déjà attribué une mission bien définie dans cette petite entreprise qu'ils espèrent lucrative. En fait, il faut vraiment concevoir comme une société et non comme un mauvais cadeau de ses parents. Hériter d'une entreprise, ça fait toujours plaisir. Après, on essaie de la faire fructifier. Au pire, ça ne marche pas, on recommence. Nous avons tous nos projets. Lancelot est plus centralisé sur l'art. Six, ça sera plus au niveau de l'association et des bénévoles. Pour ma part, c'est vraiment la communication et l'événementiel. Et voilà, on forme une belle équipe et je pense qu'à 4, on peut vraiment développer le projet jusqu'au bout. Après, il y a toujours des aléas. On ne sait pas, peut-être que le donjon va s'écrouler. Et là, globalement, ça va être plus problématique pour y arriver. Mais je reste plutôt optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Je m'en fais pas trop. Au château du Boucher, même si tout reste à faire, la famille Durand ne manque pas de projets pour transformer son château fort en vrai succès commercial. Mais à 300 km de là, un jeune châtelain est déjà en train de les mettre en œuvre. En Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, se dresse le château de Saint-Vidal. Cette forteresse, construite entre le XIIIe et le XVe siècle, a été achetée il y a 2 ans par un jeune chef d'entreprise, Vianney d'Alençon. Ce créateur d'une marque de bijoux religieux porte un projet ambitieux. Sortir la forteresse de l'oubli, après 20 ans de fermeture, en créant une attraction digne de celle du Puy du Fou. Avec ses tours et son donjon qui encadre une cour intérieure, ce château est la forteresse militaire par excellence. Ce qui passionne Vianney, c'est avant tout l'histoire de cette bâtisse de 3000 mètres carrés, parfaitement bien conservée. L'histoire quand même à l'emplacement où on est formidable parce qu'il y avait en 1591, à côté de la croix, là-haut, il y avait Henri IV avec toutes ses troupes, les troupes d'Henri IV qui étaient postées ici. Et donc il y a eu un siège extraordinaire. Il y a eu 304 coups de canon qui ont été tirés. Et donc, il y a eu des impacts de boulets de canon, vous voyez, qu'on voit partout sur le mur, là. C'est incroyable, vous voyez, ces cicatrices. Alors, comme les murs sont très épais, eh ben, en fait, ça a effleuré le château d'une certaine façon. Mais au bout de 3 semaines, ils ont levé le siège parce qu'ils étaient très embêtés de voir que monsieur de Saint-Vidal, à l'époque, avait quand même eu un sacré culot en faisant quelque chose d'aussi armé et avoir une défense telle. Donc, les troupes d'Henri IV se sont levées et sont parties. Vianney a passé toutes ses vacances chez sa grand-mère dans le Velay. Il visitait régulièrement le château. En l'achetant, il s'offre un rêve de gamin. Depuis tout petit, je connais. Et donc Saint-Vidal, c'est vraiment le château Playmobil, 4 tours avec une cour intérieure. C'est vraiment ce qui m'a toujours plu. Quand j'étais enfant, j'avais un bouquin avec les châteaux de la Haute-Loire. Et il y avait toujours Saint-Vidal qui prend 3-4 pages dedans, tellement il a forgé l'histoire de ce pays. Donc c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de l'acheter pour développer ce projet, eh ben, je me suis dit, allez, go, c'est le bâtiment qu'il me faut. Mais à 32 ans, Vianney est loin d'être un rêveur. Il a au contraire élaboré un business plan très offensif. Il ambitionne d'accueillir 45 000 visiteurs dès la première année. Ticket d'entrée, 13 €. À ce prix-là, les touristes doivent en avoir pour leur argent. Il a donc imaginé une visite interactive dans une quinzaine de pièces du château qui retracera l'histoire de Saint-Vidal, de Vercingétorix à la bête du Gévaudan. Monseigneur le duc de Joyeuse se battra pour la couronne jusqu'à la mort. Et pour être sûr d'émerveiller son public, Vianney s'est entouré des meilleurs. Il a fait appel à des comédiens et des décorateurs de Disneyland et du parc Astérix. C'est la veille de l'ouverture, le compte à rebours est lancé. Avec son équipe, il fait le tour des installations, l'occasion pour lui de vérifier que tout est bien en place. On a un très très bel hôtel, hein. Entièrement restauré, magnifique. Ce qui n'est franchement pas le cas. Ouais, un petit travail quand même à faire parce que pour l'instant il n'a pas de tête. Mais... Il faut dire que son ambitieux projet a été mené en un temps record de 8 mois.
Un exploit pour ce jeune chef d'entreprise qui ne connaissait rien à l'événementiel avant de se lancer dans cet incroyable pari. Je fais un peu tout, vous voyez, je suis le maître d'ouvrage. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe évidemment de tout ce qui est bâti. Alors j'ai des architectes et tout ça. C'est moi qui écris les spectacles. Je fais la mise en scène aussi. Donc je suis un peu au four au moulin. C'est moi qui développe le projet, qui doit monter à Paris régulièrement pour en parler, pour le présenter, tout ça. Donc bon, je le sens bien, hein. Faut y croire, hein. Faut avoir la foi dans la vie. Vianney a raison d'y croire. Grâce à son enthousiasme communicatif, il a réussi à lever 3 millions d'euros de subventions, dont la moitié en aide publique. Le reste vient de mécènes prestigieux, comme la famille Dassault et la Fondation Michelin. Saint-Vidal sort des oubliettes et va de nouveau pouvoir retrouver un sens historique. Ces pierres respirent, elles ont besoin de nous parler, de raconter notre histoire, nos racines, la mémoire de ce pays. Énormément de choses qui se sont passées ici. Donc c'est maintenant à nous de les faire danser, les faire jouer, les faire parler. L'inspection de Vianney se termine dans la salle des armures, l'une des salles les plus complexes du château. Pour cela, il est accompagné de Damien, le directeur technique, qui vient tout droit du Puy du Fou. Jusqu'au bout, c'est pas fini. C'est pas mal. Ici, il s'appelle les ennemis du Seigneur. Là-bas, ils sont ses ennemis. En tout cas, ça fait un très bel écran. Là, le rendu est vachement bien en vidéo sur le mur. Hein. Là, ça va être top et il faut juste qu'on arrive à caler tous ces trucs à gauche, à droite, là. Lui, il va se lever, là. Mais au moment où la silhouette du moine doit se lever, rien ne se passe. Il importe que sans tarder, vous vous portiez au secours de nos frères qui habitent les pays de l'Orient. Urbain II. Non, il n'a pas marché, hein, Damien. De Bruno, le Chartreux. Attends, je vais pour traiter les calages techniques, c'est toutes les machineries pour que ce soit coordonné entre ça, la voix, le son, la lumière. En fait, ça demande énormément de travail. C'est l'incident de trop. Une accumulation de déconvenus qui peut mettre le spectacle en danger. D'autant plus que dans le couloir, il a la surprise de constater que les travaux ne sont toujours pas terminés. Est-ce qu'ils m'ont mis une barre, là? Non, ils l'ont pas mis, tiens. C'est chiant, là, ils ont pas fini les trucs, quoi. Ils l'ont mis du mauvais côté. Problème technique, retard. À l'extérieur, les déceptions s'enchaînent. Là, par exemple, on a un gros raté. C'est le portillon pour... Bah, pour la sortie, alors ça doit être fermé là. Mais ils ont acheté un truc qui fait 1m40. Enfin, c'est une échelle, le truc, pour passer au-dessus, quoi. Fallait avoir un truc qui fasse la taille du mur, vous voyez. Au moins, là, vraiment, c'était bloquant, quoi. Donc là, celui qui veut passer, bon, il va y avoir des portails autour, mais... Il faut mettre quelqu'un à la surveillance. De quelqu'un à la surveillance, c'est une personne en plus, donc c'est un salaire en plus. C'est pour ça que je voulais absolument pas qu'il y ait des gens à la surveillance, mais bon. Pour ce novice en organisation de spectacle, tout reste à prouver. Heureusement, Vianney peut compter sur le soutien de sa famille, et notamment de Laure, sa femme. On n'a même pas fait la moitié. Non, on a encore un peu de boulot. Non mais c'est parfait. Elle est trop belle notre petite cabane là. Là on a la passion. Là c'est tous les petits détails un peu qui coaquent, les choses à affiner, à modifier, etc. Donc là on bosse 24 heures sur 24, on dort pas beaucoup, mais c'est ça aussi qui est sympa. En plus de la visite du château, Vianney a prévu de charmer ses visiteurs en proposant tout l'été un spectacle nocturne pour faire revivre les grandes heures de Saint-Vidal. Il est 19h30. Vianney attend plus d'une centaine d'acteurs bénévoles pour la répétition dans la cour du château. Mais voilà, 1 heure avant leur arrivée, c'est maintenant le ciel qui s'en mêle. Ah, il pleut là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, c'est chiant là, il faut pas qu'il pleuve ce soir là. Faut la répète, t'imagines? Je regarde la météo, ce qu'ils disent là. Non, ils mettent pas de pluie, hein. Moi ils me mettent soleil de 17 à 20 heures. Alors si tu veux, Météo France, tiens. Le châtelain prend une décision radicale. On prend 7 jours de plus parce que c'est pour ouvrir et qu'il y ait des problèmes ou des... Voilà. Le châtelain et ses équipes seront-ils prêts pour accueillir le public dans 1 semaine et lancer en grande pompe la renaissance du château de Saint-Vidal?
Pour soutenir ces jeunes châtelains ambitieux dans leur délicate entreprise, il existe un prix qu'ils sont nombreux à convoiter. Le prix du jeune repreneur. Ce concours se déroule une fois par an à Paris, avec le soutien de la demeure historique. À la clé, 25 000 € et l'occasion unique de placer son château sous le feu des projecteurs. Le jury est constitué d'experts en économie et patrimoine. Leur rôle aujourd'hui, choisir 3 finalistes parmi les 11 dossiers présentés. Parmi eux, Patrice Besse, le spécialiste des biens immobiliers d'exception. Oui, non, mais lui, je suis d'accord pour dire que ça l'aiderait beaucoup, un prix comme ça. Est-ce que c'est un dossier qui est pérenne dans l'avenir, s'il n'a pas les moyens d'entretenir? Oui. Comment il va faire? Les critères de sélection sont rigoureux. Être âgé de 25 à 45 ans, avoir repris un monument historique il y a moins de 5 ans et proposer un plan économique innovant pour son château. Chaque année, on a des dossiers assez excellents qui viennent. Chaque année, on a des jeunes qui viennent avec une problématique nouvelle, avec des idées nouvelles. Et nous, on promeut les jeunes parce que les jeunes ont justement des idées nouvelles. Ils ont des idées qui permettent de mettre la nouvelle économie en marche dans ces lieux qui sont très anciens. Et tout ça, ça nous intéresse, tout ça, ça nous passionne. Parmi les dossiers étudiés cet après-midi, un certain château de Septème retient l'attention. Le monument en fait est transmis par les femmes. Donc elle y a vécu une partie de son enfance. L'idée de ce couple, exercer leur métier de consultant et de thérapeute au château. Bien sûr qu'on peut tous faire des mariages, des séminaires, des machins, mais ça c'est usant, c'est pas leur métier, ça rapporte, mais finalement ça paye la taxe foncière, un peu d'électricité, un peu de chauffage, mais on peut pas en vivre. Si on arrive à apporter son activité dans un lieu comme ça, c'est la seule chose qui fasse que ça marche. Moi je le dis, qui veut bien l'entendre, ce sont les mecs commerciaux les moins chers de France, les châteaux. Le jury est séduit. Le château de Septème reste dans la course pour le prix du jeune repreneur. Dans quelques semaines, ses propriétaires devront venir en personne pour défendre leur dossier et peut-être remporter les 25 000 € d'aide. Le château de Septème, le voici. Nous sommes en région Auvergne-Rhône-Alpes, tout près de Lyon. Le site concentre les ruines d'un premier château du XIe siècle et du château actuel datant du XIVe siècle. Les 2 bâtiments sont réunis dans une enceinte de 1 km, construite par les comtes de Savoie. Blandine et Benoît d'Oron viennent tout juste d'acheter cet ancien château fort. La propriété est désormais ouverte au public. C'est l'occasion pour Benoît de raconter la genèse de cette bâtisse dont il est très fier. Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bienvenue à Septème. Septème est rentré dans ma belle famille en 1779, donc il y a très longtemps, avant la Révolution française. Il avait été acheté par Jean-Jacques de Viennois, le marquis de Viennois, qui était le premier baron de Grenoble, à la marquise de Lafayette. En 2010, les 27 oncles et tantes de ma femme se sont posé la question de la succession de Septème. Et se sont dit, Septème, c'est une grande maison qui est magnifique, dans laquelle on a du plaisir à se retrouver, mais c'est aussi une maison qui prend beaucoup de temps, qui coûte beaucoup d'argent en entretien, 80 à 110 000 € par an d'entretien. Est-ce que la nouvelle génération va vouloir poursuivre l'œuvre familiale ? Mais on a abouti à une solution où on a racheté le château pour conserver l'esprit d'une maison de famille et un patrimoine familial ici en Dauphiné. Voilà, bonne poursuite de visite. Merci. Benoît et Blandine ont quitté Versailles il y a 15 jours avec leurs 4 enfants pour s'installer définitivement au château. Une décision mûrement réfléchie. C'est une aventure à 2, c'est un projet de couple, c'est un projet de famille. Nous avons 4 enfants, donc il ne fallait pas l'imposer complètement ni à l'un ni à l'autre. C'est une évidence initiale et après, beaucoup de tâtonnements, beaucoup de retours en arrière, des moments où il voulait y aller, je ne voulais plus. Voilà, il y a eu toutes les phases. On n'a pas du tout été... il n'y en a pas un qui a obligé l'autre, qui l'a tiré. En attendant d'exercer leur profession sur place au château, Blandine et Benoît tiennent une boutique souvenir et un salon de thé, histoire de faire entrer un peu d'argent dans les caisses. Il faut que j'encaisse quelque chose derrière ? En plus de la visite, le ticket d'entrée de 9 € comprend le prêt d'un costume médiéval. Tu veux la plume de camp comme blason ? Mais ces premières rentrées d'argent ne suffiront pas à financer l'entretien de Septème.
Car le bâtiment se dégrade très vite et gagner le prix du jeune repreneur pourrait bien les sauver de la ruine. Ces 25 000 euros, ça nous permettrait de reprendre l'ensemble des fenêtres, ils appellent ça des baies, du cycle nord du château, qui pose vraiment des questions de sécurité pour le bâtiment et pour les visiteurs. Voilà, on a de la molasse qui s'effrite, vous voyez. La pierre part en morceaux, elle s'effeuille petit à petit. On a aussi des problèmes d'infiltration d'eau. Vous voyez, la pierre s'effrite aussi horizontalement et l'eau pénètre et détruit des décors peints du XVIe siècle. Ici, voilà, les infiltrations posent de sérieux problèmes. Donc voilà, Septem est en bon état globalement, mais il y a quelques points chauds comme ceux-là sur lesquels il faut intervenir rapidement. Et avoir ces 25 000 euros, c'est une bonne occasion pour moi de dire aux conservateurs des monuments historiques, voilà, on a 25 000 euros qui arrivent, mettez vos 25% de l'État, mettez vos 40% du département, mettez vos 15% de la région, et avec ça, on va pouvoir refaire plusieurs fenêtres du château. C'est pas rien. Mais devant le jury, Blandine et Benoît sauront-ils se montrer suffisamment convaincants pour remporter le prix ? Derrière la recherche de rentabilité se joue la survie du patrimoine. Pour que ces châteaux forts continuent d'exister, ils doivent en effet être soutenus financièrement. Ce matin-là, Antoine Lataste, de la Direction régionale des affaires culturelles, et Michel Meillac, de la Fondation du patrimoine, ont justement le destin d'un château fort entre leurs mains. Nous allons au château de la Sey, qui a besoin de quelques travaux pour pouvoir être préservé dans son intégralité compte tenu de l'importance du bâtiment. Car les monuments en péril comme le château de la Sey peuvent être soutenus par différentes institutions. Tout d'abord, par des fonds publics. En tête de liste se place la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, principal soutien financier des monuments historiques, qui a investi l'an dernier 326 millions d'euros dans la sauvegarde du patrimoine. Après la DRAC vient le Conseil régional, puis le Conseil départemental. Et enfin l'agglomération et la commune, qui peuvent mettre la main à la poche. À cela s'ajoutent des fonds privés, sous la forme de mécénat, quand des entreprises, des clubs ou bien des particuliers sont prêts à financer le soutien d'un château fort. Mais attention, ces aides sont attribuées selon des critères très précis. Le château de la Sey va-t-il réussir à convaincre ses spécialistes ? Dans les Pays de Loire, en Mayenne, près de Laval, se dresse cet incroyable édifice défensif. En apparence, il paraît parfaitement bien conservé. Mais à y regarder de plus près, ce mastodonte de 800 ans tombe lentement en ruine. En 2 ans, les travaux de restauration ont déjà coûté près d'1 million d'euros. Un vrai gouffre financier, et le pire reste à venir. Bonjour. Bonjour, madame. Le château de la Sey est dans la belle famille de Cécilia de Montalembert depuis 1830. Elle en a hérité en 2014 avec son mari, pour le meilleur et pour le pire. 70 000 euros, c'est la dernière dépense que la DRAC et la Fondation du patrimoine ont effectuée au château pour la construction d'un pont-levis, un ouvrage qu'ils sont très curieux de tester. Il faut donner une impulsion dans ce sens-là pour faire partir le pont-levis. Mais le plus important, voilà, le plus important, c'est ne jamais lâcher la corde. D'accord, on tient la corde. Parce qu'il y a un moment où ça va partir plus vite. Et si vous lâchez la corde, le pont-levis va cogner, ce qui risquerait de l'abîmer. Donc tenez-vous bien. D'accord, oui, c'est vrai, c'est extrêmement facile. Hein. Pour moi, c'est très important que le pont-levis fonctionne, parce que sinon, on ne serait plus dans un château fort. Hein. Ça fait vraiment partie de l'esprit du lieu. Mais cette rénovation ne suffit pas. À peine entrés dans la cour, les experts réalisent l'ampleur des travaux qu'il reste à entreprendre. Notre préoccupation maintenant, ce sont les toitures. Il y a celle-ci, qui n'est pas bonne du tout. Celle-là, alors quand on se promène à l'extérieur, c'est terrifiant parce qu'elle est complètement plumée sur les bords et donc les riverains s'inquiètent, pas mal. Il y a des chutes d'ardoises sur cette tour ou non? Il y a des chutes d'ardoises. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas refixer les ardoises parce que les voliges sont tellement molles maintenant que les clous ne tiennent plus. D'accord. S'il n'y a plus de toiture, c'est la charpentier, il prend toute l'eau de pluie, ça descend le long des maçonneries, ça délite les pierres. Donc, première chose à faire, hors d'eau. Il faut avoir un bon bonnet sur la tête. Et après, hors d'air. C'est-à-dire qu'on ferme aussi toutes les ouvertures. Après, on réfléchit à ce qu'il faut faire.
Antoine Lataste et Michel Meillac constatent les dégâts. Pour autant, la châtelaine doit être convaincante, car les sommes qu'il reste à débourser sont colossales. Bon, mais les moyens, j'ai considéré que ça n'existe, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, l'argent, on l'a pas. Donc, Du coup, il n'y a pas de problème. Non, il faut le trouver, quoi qu'il arrive. Pour le moment, vous êtes arrivé. Voilà. Traductrice, Cécilia travaille de chez elle et consacre une grande partie de son temps à la recherche de subventions. Récemment, elle a fait une très mauvaise découverte. Et ça se passe au niveau des fondations. C'est quand on entre à l'intérieur qu'on voit le problème. Le château est posé sur un rocher. Et c'est pour ça qu'il a cette taille et cette forme, en fait. C'est que vraiment, il épouse la forme du rocher qui est en dessous. Et le problème, c'est que le rocher s'effrite. Donc, vous allez voir, regardez. Là, j'ai plein de petites choses qui s'en vont quand on les touche. J'ose même pas, parce que, voilà, ça part. Puis ça se... Oui, non, on arrive à casser. Ça se casse. Ah, oui. Ça vous angoisse, ça? J'ai passé la période des angoisses. Là, tout est angoissant ici, donc on fait ce qu'on peut. Et de toute façon, ce sera mieux que rien. Jamais 203. Derrière la tour, les remparts menacent eux aussi de s'écrouler si rien n'est fait pour les consolider. Mais pour cela, il faudra débourser 340 000 €. Donc, comme vous voyez, là, ce rempart est dans un état assez inquiétant. Il y a au milieu, il y a surtout deux endroits où il n'y a plus aucun joint entre les pierres et on dirait qu'elles sont carrément posées les unes sur les autres. On se demande comment elles tiennent. Hein. C'est celui qui est manifestement le plus dégradé. Là, il faut bien sûr un échafaudage déjà pour dévégétaliser, enlever tous les végétaux qui rentrent dans les joints et qui les dégradent. Et puis, de toute façon, pour refaire aussi toute la partie haute, là aussi, c'est un échafaudage qui permettra effectivement de sceller les pierres, de les lier entre elles pour que ça ne bouge plus. Le château de Lacé est déjà ouvert au public. Mais Cécilia souhaite élargir la visite à la tour principale et au chemin de ronde. Un projet impensable aujourd'hui à cause du délabrement des parements. Alors, je passe à gauche pour vous protéger. Hein, oui, parce que merci. là, c'est dangereux. Merci. Moi, je marche sur le solide, là. Voilà. Faites attention parce que le parement, on n'est jamais sûr. Mais ça serait vraiment bien que les gens puissent venir ici. Mais alors, imaginez-vous, avec les trous qu'on a, l'absence de garde-corps. C'est vrai que la vue elle est très belle sur cette cour-là. La vue est belle, oui. Ouais. C'est maintenant le moment du verdict. Qui de la Fondation du patrimoine ou de la DRAC va mettre la main au porte-monnaie? Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose de supplémentaire. Peut-être quelque chose d'emblématique, un jour, quelque chose qui se présente. Enfin, là, c'est des gros morceaux qu'il y a à faire. Si on parle d'1,5 million pour refaire toutes les tours, c'est pas de notre sort. Ce qui est probable, c'est qu'on puisse effectivement faire ces différents chantiers sur 3 à 4 ans. Pour le moment, on a une estimation de 3 à 4 millions d'euros. Bon, il faudra revoir, malgré le dynamisme de Madame de Montalembert, comment effectivement on peut rassembler quand même des fonds aussi importants. Cécilia peut espérer lancer la première tranche des travaux dès l'année prochaine. Pour elle, plus qu'une victoire contre le temps, c'est avant tout la volonté d'accomplir un devoir de mémoire. Si on l'abandonne, qui va s'en occuper? Enfin, je veux dire, ça sera le même travail pour quelqu'un d'autre. Et nous, on nous l'a transmis, donc on en est responsable. Toitures abîmées, infiltrations, chutes de pierres, il semblerait que les châteaux soient plus des fardeaux que des cadeaux. Les propriétaires de châteaux le savent, la survie de leur trésor de pierre tient à sa fréquentation. À Lacé, les subventions vont permettre d'accueillir un plus large public et augmenter le prix d'entrée. Retour à la forteresse de Saint-Vidal en Haute-Loire. Ici, on espère bien concurrencer le Puy du Fou et ses 2 300 000 visiteurs annuels, avec un spectacle historique qui se veut inoubliable. Ça va, vous allez bien? Pour les professionnels et les bénévoles, il ne reste désormais plus qu'une semaine avant de se confronter au public. Vianney, le jeune propriétaire, est sur le pont. Ça va? Avec ce spectacle, Vianney compte attirer, en plus des visiteurs de la journée, un autre public qui paiera 14 € supplémentaires pour assister au son et lumière. La réalisation d'un projet aussi ambitieux tient pour beaucoup à l'investissement des 200 bénévoles. Essaye, le pantalon, t'en as un pantalon quand même. Petits et grands, tous ont répondu présents pour donner de leur temps à ce château, emblème de leur région.
Ben là, ça fait 3 mois qu'on est à fond de sac, là. Oui. Au départ, on a commencé à 3 jours par semaine. Mais là, non, on est tous les jours. Hein. Ben oui, sinon, on ne serait pas dans les temps, on n'aurait pas fait tout ça. Il y a ce château que je connais depuis tout petit. Et j'ai une fierté de voir qu'il va y avoir une animation, le remettre en vie. Ce soir, c'est l'une des dernières répétitions avant le jour J. Pour Vianney, le moment est déterminant car il n'a plus droit à l'erreur. Si tout le monde peut venir, là, ce serait super. Tout le monde, là, les enfants, venez avec le crucifix. Merci d'être là. C'est vrai que c'est facile pour personne. Il y a la pression aussi qui monte parce que les dates se rapprochent. Donc on fait tout pour que ça se passe le mieux possible. Ça sera un succès, c'est sûr. Et ça sera un succès parce que vous êtes là. Donc merci beaucoup. Oh. C'est bon pour le son? Ouais? C'est parti. Tout le monde a son poste de combat. Comme d'habitude, Vianney est à l'affût du moindre détail. Il faut quoi là? Gestion de l'espace. C'est trop vide là. Non. Problème d'accessoires. Pourquoi ils n'ont pas d'autres épées là? Il en manque? Il y en a 6. Il y a 6. Il manque un carton à l'intérieur. Il y a 6 épées. Oula. Il y a enfin un point auquel Vianney tient tout particulièrement. Les mains comme ça, les mains comme ça. Melchior, les mains comme ça. Les répétitions se prolongent jusqu'à la fin de la soirée. Malgré la fatigue, Vianney reste positif. On est en train de travailler, on sent que ça commence à se mettre en place, que les gens commencent à trouver leur poste, on commence à avoir des scènes complètes, on n'a rien besoin de dire. Donc vraiment, c'est super. Voilà. Blackout complet là. À mon avis, c'est... Il est 23h30. Tout s'arrête brutalement à cause d'un court-circuit. Qu'est-ce qui s'est passé là, Yannick? Les problèmes techniques s'accumulent et la première du spectacle a lieu dans 1 semaine. L'enjeu est de taille car Vianney mise beaucoup sur cette animation qui pourrait lui permettre de pérenniser son entreprise. Merci. Je peux chercher une barquette pour l'autre si on en a. Mais pour d'autres châteaux, la rentabilité n'est plus un souci. Ici, à Guédelon, près d'Auxerre, dans l'Yonne, on a trouvé la clé du succès. En l'espace de 22 ans, le modèle économique de ce chantier privé a dépassé les résultats espérés. Guédelon, c'est la success story médiévale par excellence. Un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, 90 travailleurs en CDI, dont 40 artisans, et un nombre de visiteurs exponentiel. Pourtant, au départ, le projet semblait fou. Notre idée, c'est de dire on va construire pour comprendre. On va construire de la première pierre à la dernière tuile, un château fort du XIIIe siècle. Et donc, c'était vraiment un chantier d'archéologie expérimentale. C'était la curiosité et notre passion des châteaux forts qui faisait qu'on partait pour cette aventure. Une idée iconoclaste qui a pourtant trouvé des appuis. Au départ, on a dû aller chercher des fonds pour acheter les terrains, des fondations d'entreprises, etc. On leur disait, vous savez, on va financer notre projet. Et sur le moment, ils nous rigolaient au nez. En France, je crois qu'on n'est absolument pas habitué à l'idée qu'un patrimoine et qu'un site s'autofinance. Tout le monde pense que Guédelon a des aides, etc. Non, 100% des revenus de Guédelon, ce sont les visiteurs, la boutique, le resto, pour financer les 90 salaires qui travaillent sur ce projet. Et je crois que mon premier prévisionnel prévoyait 30 000 visiteurs. Dès la première année, on en a fait 65 000, 85 000, 100 000. Et quand en 2000, on est passé à 100 000 visiteurs. J'ai transformé tous les contrats de travail en CDI et c'était parti pour 20 ans. Et beaucoup de ceux qui étaient là en 2000 sont encore là aujourd'hui et l'équipe s'est agrandie. Cet outil-là, ça permet de venir égaliser, d'écraser les bosses et de faire la finition. Ce qui fait le succès du chantier, c'est un savant dosage entre histoire et spectacle.
Ici, les artisans sont à la fois travailleurs et animateurs. La moitié de leur temps est consacrée au contact avec le public. Le concept enchante. Les outils de tailleur de pierre, ça ne s'arrête jamais. Ils les usent, ils me les ramènent quand ils sont usés, je les repointe, et puis ça repart, puis ça revient, puis ça repart. Le seul truc que ça va s'arrêter, c'est quand le métal, il sera trop court, il sera trop petit, on ne pourra plus en faire un outil qui tient dans la main. Vous travaillez combien d'heures par jour? Aujourd'hui, en ce moment, on fait 10h, 19h tous les jours. On commence tard, mais on finit tard, mais on travaille 6 jours sur 7. Le projet fou est devenu au fil des ans une véritable entreprise particulièrement lucrative. Récemment, les produits dérivés de la marque Guédelon, vendus en boutique, sont venus grossir un chiffre d'affaires en constante progression. L'engouement pour le château de Guédelon s'est aussi répercuté sur Trény, la commune où est implanté le chantier. Cette ville de 900 habitants reçoit de nombreux touristes tout au long de l'année. Formidable locomotive pour la région, Guédelon a aussi permis la création de restaurants, de commerces et surtout de gîtes, comme celui de Béatrice Vola. Cette jeune femme a quitté son poste dans une banque parisienne pour créer ici un gîte de luxe avec des prestations haut de gamme, dont un spa et une piscine. Je pense qu'on n'aurait pas pu se lancer dans un projet maison d'hôte sans la proximité de Guédelon, parce que ça assure quand même un flux de visiteurs qui est important. Et vous pouvez avoir la plus belle maison d'hôte du monde, il faut quand même être très fort pour arriver à attirer par soi-même, en fait. Donc on vient en un joli complément de Guédelon, mais la proximité de Guédelon est très très importante en termes de passage, tout simplement. Ouais. Calé sur les dates d'ouverture de Guédelon, de mars à novembre, le gîte de Béatrice affiche complet, ce qui lui a permis d'employer 2 salariés 8 mois dans l'année. Sur tout le territoire, Guédelon a un impact économique très important. Direct par les personnes qui l'emploient, indirect par nous, tous les hébergeurs, tous les restaurateurs qui font vivre directement, et puis de façon encore indirecte mais prégnante aussi, par tous les commerçants que nous on fait travailler. C'est-à-dire qu'on travaille avec la boulangerie, forcément, on recommande des restaurants, on va travailler avec un producteur de jus de pomme, travailler avec des yaourts locaux, et donc ça fait vivre et ça maille un territoire. Attirer des touristes français et étrangers pratiquement toute l'année, dans un territoire très rural, est une vraie réussite. En quelques années, Guédelon est devenu le 2e site le plus visité de Bourgogne. Mais au-delà des chiffres, il s'est surtout assuré une notoriété indéniable qui dépasse largement les frontières. Et se faire connaître du grand public, c'est une question de survie pour tous les châteaux forts de France. Partons en Alsace, près de Colmar, où le magnifique château fort du Haut-Königsbourg surplombe la plaine à 747 mètres d'altitude. Ce château fort du XIIe siècle, profondément remanié au XVe, est le monument le plus visité d'Alsace. Pont-levis, salles d'armes, donjons et canons rappellent la vocation guerrière de cette forteresse de montagne. Aujourd'hui, Guy Muller a donné rendez-vous aux randonneurs du club vosgien, juste devant ce château. Pourtant, ce n'est pas pour le visiter. Non, il a une autre idée en tête. On va aller voir un château que personne ne connaît, l'Eudenbourg. Et Euden, ça veut dire abandonné. Ah oui, tu me l'avais dit à la Voilà, maison. détruit. Donc c'est un des nombreux châteaux que le chemin des châteaux forts vous invite à découvrir. Allez, on y va. Let's go. Ignorant les publicités sur son passage, un seul panneau l'intéresse. Voilà, un panneau chemin circulaire, Eudenbourg, c'est là qu'on va. Le chemin des châteaux forts d'Alsace. Ce radiologue à la retraite, passionné de nature et de patrimoine, a créé un circuit de randonnée avec l'aide d'historiens. Son objectif ? Faire découvrir des édifices médiévaux moins connus, voire abandonnés, leur donner de la visibilité pour les sauver de l'oubli et donc de la faillite. Là, on se dirige tout doucement vers l'Eudenbourg et on arrive à la face nord de l'Eudenbourg, qui est la façade la mieux conservée. L'Eudenbourg, c'est une ruine qui a été construite à peu près à la même époque que le Haut-Königsbourg, qui est là depuis très longtemps, qui occupe le versant ouest de l'éperon rocheux sur lequel est installé le Haut-Königsbourg. L'Alsace, c'est une terre de châteaux forts, et parmi tous ces châteaux, il y a des merveilles absolues qui sont totalement méconnues. Celui-là, il est à proximité du Haut-Königsbourg, 550 000 visiteurs.
jusqu'au chemin des Châteaux Forts, il y avait très peu de gens qui passaient par là. Et c'est un des objectifs du chemin des Châteaux Forts, c'est mettre en lumière des ruines méconnues, considérées par certains comme inintéressantes, pourtant elles sont splendides. Ce chemin existe depuis 2 ans et commence à trouver son public. Le bouche à oreille et le partenariat avec les offices de tourisme semblent fonctionner. La beauté des lieux fait le reste. Le Königsbourg, on le retrouve souvent dans les livres et c'est connu, alors que ça, c'est un peu inconnu, c'est plus mystérieux, enfin, c'est plus marrant. Si on n'était pas venu ici et qu'il n'y avait pas ce chemin, on n'aurait jamais pu voir ce château. Le public ciblé, des amoureux de randonnée et de patrimoine. Pour eux, Guy Muller a imaginé un tracé de 450 km allant du nord au sud de l'Alsace, qui balise 80 châteaux cachés dans la forêt. Le chemin des Châteaux Forts a cette spécificité, c'est qu'il appelle les gens à faire un effort et à se rendre vers le château en marchant. Et donc la marche, c'est un atout supplémentaire parce que d'abord on a le temps de découvrir, on a le temps de parcourir, les angles de vue sur les différentes ruines sont différents, les angles de vue sur les villages, les angles de vue sur la forêt, sur le paysage sont différents. Et en chemin, on a aussi le temps de faire des rencontres. Le chemin est découpé en 28 étapes, classées par niveau de difficulté. L'une de ces étapes est le château de Saint-Ulrich, sur les hauteurs du village de Ribeauvillé. Guy ne loupe aucune occasion de faire la publicité de son chemin. Comme avec ce couple venant spécialement de Gordes, en Provence. C'est des choses à connaître. Ah oui, c'est ça. Parce que... Une des idées que nous avons, et qui peut être une idée tout à fait intéressante, et qui est partagée par les Allemands, c'est qu'on prolonge le chemin vers l'Allemagne, et éventuellement vers la Suisse, parce qu'il y a aussi beaucoup de châteaux dans Forêt-Noire, et peut-être qu'un jour, on arrivera à faire tout un circuit autour des châteaux de la plaine du Rhin. Ah oui. L'une des étapes clés du chemin des châteaux forts est le château du Haut-Andelot. Situé à 450 mètres d'altitude, cet édifice impressionnant date du XIIIe siècle. Il présente 2 donjons circulaires exceptionnellement bien conservés. Le château est un bien de famille dont Guillaume d'Andelot a hérité il y a 18 ans. Il a participé à la création du chemin des châteaux forts et n'y voit que des avantages. Aujourd'hui, pour les gros travaux, on ne peut compter que sur des subventions publiques de l'État ou des collectivités. En 2007-2008, avec la crise économique, je me suis aperçu que le camembert de l'argent public allait se rétrécir et que d'autre part, la culture ne serait pas forcément prioritaire et que dans la culture, des châteaux en ruine, en périphérie qui ne sont pas dans les communes, ne seraient pas non plus prioritaires. Donc le seul moyen de rester un peu prioritaire et de retenir l'attention des élus, qui l'avaient avant mais qui allaient la perdre parce que les priorités allaient devenir différentes et plus compliquées à gérer, c'était de le valoriser et de se montrer beaucoup plus. Depuis son inscription dans le circuit de randonnée, le château du Haut-Andelot attire toujours plus de monde. L'an dernier, 20 000 visiteurs ont gravi le piton rocheux qui mène à ce trésor de pierre. À Paris, c'est aujourd'hui la finale du prix du jeune repreneur. Parmi les 3 finalistes convoqués ce jour-là, nous retrouvons Blandine et Benoît Deron, les propriétaires du château de Septême. Alors nous allons à l'audition, hein, c'est un moment un peu fort pour nous, voilà, un peu l'émotion monte, alors, voilà. On a préparé notre intervention, voilà. Bon, maintenant il faut que ça se joue, c'est un moment important, voilà. On espère qu'on va être lauréat, mais c'est la première fois qu'on postule, donc on ne sait pas trop comment ça se passe. Blandine et Benoît sont les premiers candidats à passer devant le jury. Bonjour madame, c'est Blandine Deron. Bonjour. Monsieur, bonjour. Le couple a 20 minutes pour convaincre. Ils le savent. Pour remporter les 25 000 € du prix, il va falloir se démarquer. Et dans notre histoire aussi de couple, on est assez entrepreneurs tous les deux et on n'avait pas envie d'une vie de routine. Et donc voilà, on n'avait pas tellement peur, on est quelquefois un peu inconscients. Donc les amis autour de nous disaient « mais vous êtes fous ». Et on leur disait bah, « peut-être, mais comme ça on s'ennuiera pas et on aura fait quelque chose de notre vie ». Voilà. Très vite, Benoît reprend la main pour exposer leur business plan. On démarre un peu low profile, le site par lui-même génère des visites et il faut y aller, quoi. Il faisait 1800 visiteurs par an, on peut aller beaucoup plus loin dans le Lyonnais pour attirer des visiteurs.
Des animations à toutes les saisons. Les simples visites récurrentes ne suffisent pas. Il faut aller chercher sur des événements à des dates données de la clientèle, des visiteurs. Mon métier, c'est consultant. J'anime des réunions à longueur de journée, donc des surfaces pour des séminaires, des événements d'entreprise. Voilà, allier nos métiers et le site. En bon consultant, habitué à animer des réunions, le châtelain est comme un poisson dans l'eau. On a quand même eu dans la même période sur la photo de Septem 13 700 vues. Elle y est encore sur notre site, notre page Facebook. Facebook, je savais pas comment ça marchait. En fait, c'est hyper puissant, quoi. Je rigolais en disant, voilà, vivre sa vie par procuration, je trouve ça un peu nul. Non, c'est pas nul. Le public semble conquis. Après une présentation de 10 minutes, place aux questions. Pour le couple, c'est le moment de vérité. La moindre faille dans le projet pourrait faire basculer le vote. Dans vos espoirs de recettes, grosso modo, à horizon 5 ans, vous escomptez... Tu te souviens ? J'ai une mémoire des chiffres qui est très défaillante. Le million d'euros. D'accord, de revenus. Ouais, en chiffre d'affaires. Un résultat un peu trop ambitieux qui laisse le jury perplexe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. C'est la fin du grand oral. Merci de nous avoir reçus. Benoît et Blandine doivent déjà céder leur place aux autres candidats. Le résultat sera annoncé dans un mois. Je pense que ça s'est bien passé. C'est toujours difficile. On peut avoir fait une bonne audition, puis s'il y a un meilleur, il l'aura. Ou une meilleure, elle l'aura. Mais on a parlé de manière assez libre. On est assez rodés en couple sur cette affaire de présenter le projet. J'ai eu un peu plus peur que ce que je pensais. On se dit, qu'est-ce qu'on a comme expérience en face d'eux? Moi, j'ai quand même eu un petit... Voilà. Peut-être qu'ils savent mieux faire que nous et que nous, on arrive là... On verra. Sinon, on remplit l'année prochaine. C'est ça. Pas grave, rien n'est perdu si on l'a pas. Voilà. Blandine et Benoît ont raison de rester optimistes, car ils ne gagneront pas le prix du jeune repreneur cette année. Mais ils espèrent bien le décrocher l'année prochaine. C'est aussi un grand jour à la forteresse de Saint-Vidal. Avec une semaine de retard, le site ouvre enfin officiellement ses portes. Pour l'occasion, le village de 400 habitants s'est mobilisé pour créer une grande fête médiévale, réunissant pas moins de 70 exposants. Tous les bénévoles sont bien sûr présents pour fêter des mois de travail acharné aux côtés du jeune châtelain, ainsi que les représentants des organismes publics qui ont aidé à financer le projet. Un grand merci pour votre présence ici à Saint-Vidal, vous qui venez pour certains de très loin et pour d'autres en voisin. Ces pierres sont le cœur et l'âme de notre pays, un lieu de notre mémoire collective, un bout de terre où nos racines sont encore en vie. En retrouvant son passé, Saint-Vidal permet d'envisager l'avenir. Merci beaucoup, chers bénévoles, et merci à vous de transmettre notre histoire et notre culture. Pour l'occasion, Vianney tient parfaitement son rôle de communicant. Carrément. Merci d'être là. Et n'oublie pas de remercier ses généreux donateurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Alors, Vianney d'Alençon. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Bon, super. Pour le moment, on a dépassé évidemment les 1000 visiteurs. Après, voilà, on en attend entre 3 et 4000 dans l'après-midi. Paris gagné, ça largement, c'est sûr. Mais on a encore un beau spectacle à jouer, c'est une première et il faut que tout le monde soit dans les starting blocks à partir de 19h30 pour se préparer pour la nocturne. À l'intérieur, les premiers groupes de visiteurs découvrent les salles totalement réhabilitées et leurs attractions. Projections vidéo, effets visuels, mise en scène, tout fonctionne. Les yeux de Madame de Saint-Vidal et sa beauté me font braver l'interdit. Même le moine parvient à se lever. Mais à l'extérieur, c'est une autre histoire. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde cet après-midi. C'est uniquement sur carton d'invitation cet après-midi. Je vous rappelle que nous sommes ouverts jusqu'au 30 septembre, que vous aurez tout l'été pour profiter du site. Quel est le sujet? Sur carton d'invitation. Le sujet, c'est que les gens s'impatientent, qu'ils veulent entrer et qu'il y a beaucoup trop de monde. Voilà, vous avez vos cartons, c'est bon? Merci. Ouais, d'accord. Non, c'est... Ah oui, pardon. C'est pour le truc à 15, s'il y a déjà Non, mais c'était à partir de 15h. Mais d'accord, mais toutes ces personnes passent devant moi maintenant. Non, mais allez, viens. Écoutez, monsieur, je vous accompagne. Venez avec moi. On est un peu victime du succès, voilà, il faut gérer les gens qui ont envie de visiter et regarder. Voilà, bonjour.
Alors, attendez. Voilà, madame, c'était pas Marie qui est passée, mais du coup, monsieur a fait tout bloqué, donc là... Il est 21h. La réputation de Saint-Vidal se joue maintenant avec la représentation nocturne. Tous les bénévoles sont concentrés pour la première. Pour être à la hauteur du Puy du Fou, son modèle, le spectacle de Saint-Vidal doit être impeccable. Devant 350 spectateurs, la représentation commence. 40 minutes de projection vidéo, de musique et de spectacle vivant, retraçant l'histoire de Saint-Vidal pendant les guerres de religion. Chaque acteur est à son poste, le public, lui, en prend plein les yeux. 6 mois de travail acharné, plus d'une centaine d'acteurs, 150 costumes, autant d'accessoires ont été nécessaires à la mise en place de ce projet colossal. Un investissement qui prend tout son sens ce soir dans cette cour. Pour Vianney, c'est l'aboutissement d'un rêve. Ça y est, la saison est ouverte et elle commence sous les meilleurs auspices. À la fin de l'été, Vianney a fait son premier bilan. La forteresse Saint-Vidal a affiché complet tout l'été, en accueillant 40 000 visiteurs. Un résultat plus qu'encourageant pour ce chef d'entreprise nouvelle génération, qui a compris que la survie des châteaux forts passerait forcément par leur reconnaissance.